Je crois que c'était hier. Hier, dans la nuit. J'ai quitté mon bureau, il était 21h. J'ai un jeune garçon qui assure la garde le soir, la nuit. Et chaque fois que je quitte le bureau, je lui dis une question. Il est curieux. Il est très curieux, d'une grande curiosité. Il est tout le temps en train de lire et d'écrire. Je lui dis, aujourd'hui, c'est une question. Le lendemain, je lui dis, bon, aujourd'hui, c'est deux questions. Et comme ça, tous les soirs, on s'entretient un peu. Et hier, il me parlait des réseaux sociaux. Selon mon entendement, je lui disais, le gardien qui est en face de nous, vous passez devant lui, vous l'entendez parler, et il vous donne une information. Je dis oui. Je dis, mais vous regardez la télé vous donne une information. Il me dit oui. Je dis, mais les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui diffuse des informations à une échelle beaucoup plus vaste. Ce ne sont que des réseaux d'information. Mais est-ce des réseaux? Est-ce un réseau de savoir? Dans le vrai sens du mot. Et je lui disais que, selon moi, savoir, c'est aller vers le professeur Souleymane Bachir Diagne, rester à côté de lui une journée ou une demi-journée, souffrir à ses côtés, l'écouter, parler, décrypter, réfléchir sur ce qu'il vous dit, essayer de vivre ce qu'il vous dit. Peut-être que c'est par là que vous allez savoir des choses qui vont rester en vous. Les réseaux sociaux, c'est la télévision, ce ne sont que des télévisions. Ce sont des canaux de diffusion de l'information. Et comme il faut en faire beaucoup, c'est le siècle de l'information, en définitive, ne reste que l'aspect négatif. Les aspects positifs, je ne les vois pas. Autrement dit, le savoir n'a pas sa place à... C'est la même chose que je dis, de notre métier, le métier d'avocat et de son support, le droit. Le droit a connu une évolution si dangereuse pour l'humanité. Oui, très dangereuse pour moi, pour l'humanité. Parce que dans le droit, il y a la philosophie du droit. Le droit doit reposer sur la philosophie. Le droit repose sur une philosophie. La philosophie du droit permet de comprendre son origine, les interactions et son rôle dans la société. Alors cette philosophie a été abandonnée depuis fort longtemps par le règne de l'argent. Le règne de l'argent qui nous conduit à un droit positiviste. Le positivisme juridique. Ça veut dire quoi? L'État veut encaisser des impôts. L'État prend une loi en disant pour les caméras de télévision, désormais, vous payez 100 millions par jour. Parce que je vais encaisser des impôts. Est-ce que cela correspond aux normes juridiques préétablies qui ont fondé l'État et les relations entre l'État et les citoyens dans leur métier? Ce débat a eu lieu il y a fort longtemps en Europe. Et de grands professeurs de philosophie juridique comme Michel Villiers et d'autres ont tenté de les résoudre en faisant des ouvrages sur la philosophie juridique. Mais ici, aujourd'hui, chez nous, nous avons été conduits dans un droit positif extrêmement dangereux pour nos sociétés, qui se traduisent par, il m'excuse de le dire, le droit dit de l'OHADA, et tout le monde se croit juriste. Le droit actuel sénégalais, qu'on dit le droit sénégalais, mais en fait, qui n'est que le droit français transformé par nos us et coutumes, parfois maladroits. Et ce droit nous cause beaucoup de problèmes. Les avocats d'aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire, comme étant peut-être aujourd'hui le plus ancien en mouvement, parce qu'il y en a deux qui sont plus anciens que moi, mais ils ne sont plus en mouvement. Ceux qui sont en mouvement, j'en suis honoré d'être en mouvement. Mais je veux dire que les avocats sénégalais, les magistrats compris, ne vont pas vers la source du droit, vers des analyses préalables, vers les fondamentaux philosophiques de ce qui fait le droit. Ils se contentent de positivisme. De couper la corde et on est mort. De couper la corde, on est enrichi. De couper la corde, on est ruiné. Parce qu'on dit, c'est comme ça que je le vois. Mais chaque chose a une cause, a une raison d'être. Cet amour de chaque chose dans la société que nous partageons. Fondement, des raisons d'être. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous oublions d'aller au fond des choses. C'est le professeur. Et ça, c'est votre rôle. Vous êtes en train d'aider tous les continents par vos réflexions.
Vous m'avez aidé, parce que vous me permettez de réfléchir. Nous en avons besoin. Ouais. Je passe mon temps à parler à ceux qui me sont proches dans mon métier en disant faites attention. Vous êtes en train de vous ruiner, vous êtes en train de disparaître. Je l'ai dit ce matin, à 11h du matin à quelqu'un. Vous êtes en train de disparaître. Vous n'avez plus de sens, de raison d'être. Ça, à mon avis, c'est gravissime. Ouais. 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 C'est grave. Mais, professeur, qu'arrive-t-il aux réseaux sociaux? Qu'arrive-t-il aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont un véritable paradoxe parce que normalement, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, s'ils méritent leur nom, auraient dû être un des outils les plus utiles pour créer du lien et répandre le plus largement possible cette bienveillance dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en effet, grâce aux réseaux sociaux, on peut continuer à être en relation de bienveillance avec le monde entier, en droit avec le monde entier. Et évidemment, les réseaux sociaux servent cela. Nous avons, en utilisant WhatsApp, nous avons un réseau familial qui s'appelle Dadiembok. J'adore chaque matin recevoir des tas d'informations de mes parents qui sont aux quatre coins de la terre. Et je n'interviens pas beaucoup parce que c'est pas ma pratique, c'est pas ma culture véritablement, les réseaux sociaux. Mais j'adore les lire et je suis toujours heureux. Mais si on regarde les réseaux sociaux dans leur fonctionnement actuel, ils ont été mis non pas au service de l'universel humain, mais au service du tribalisme. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent en effet de vivre dans des bulles et d'être tous ensemble, mais sous la forme d'une tribu. Une tribu qui définit son identité en attaquant d'autres tribus. C'est devenu un lieu de la plus grande agressivité et une agressivité qui, parce que le type de langage que demandent ces réseaux-là, c'est un langage toujours de l'hyperbole, de l'outrecuidance, de l'insulte, de l'outrage, etc. On ne peut pas parler calmement dans les réseaux sociaux. On ne peut pas produire des arguments et demander la patience de la réflexion. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, nous n'avons pas mis cet outil magnifique qui est le symbole même de notre modernité, nous ne l'avons pas toujours mis au service du savoir, alors qu'il y a des ouvertures incroyables, puisque nous parlons, le propos qui nous intéresse, c'est la poursuite du savoir. Évidemment, il y a tellement de sciences, de savoir, de connaissances disponibles dans l'Internet, dans la possibilité d'échanger, justement, via l'Internet. Il y a des possibilités de créer du lien, de faire humanité ensemble, selon une expression qui est une de mes expressions favorites. Et donc, si nous les faisons servir précisément à l'art de nous déchirer, à l'art de vivre dans des tranchées, à l'art de lyncher des gens, parce que brutalement, le vocabulaire, c'est sauce, être dans une sauce, voilà. Exactement. C'est ça, oui. Voilà. C'est le vocabulaire. Et voilà, il faut que que les valeurs de bienveillance, les valeurs d'humanité, les valeurs d'humanisme et les valeurs de poursuite du savoir redeviennent des valeurs qui orientent notre manière de vivre cette invention formidable que sont les réseaux sociaux, pour que, en effet, les gens qui croient en l'argumentation, les gens qui croient en l'espace public, un espace public où on peut avoir des différences, où on peut avoir même des différends, mais où on se parle avec humanité et avec bienveillance, si nous arrivons à insuffler ces valeurs-là dans les réseaux sociaux, à ce moment-là, nous aurons véritablement eu la maîtrise de cet outil formidable et nous aurons rendu service à l'humanité avec cela. Malheureusement, ça n'emploie pas le chemin. Oui, est-ce que le nouvel... Oui, allez-y. Monsieur le professeur, je voudrais bien que vous parliez à tous les enseignants du Sénégal. Pourquoi? Je pense que c'est par l'enseignement, la formation, qu'on pourrait arriver à cela. L'enseignement. C'est vrai. Il faut que le rôle de l'école. le plus de gens soient instruits et bien instruits, Tout à fait. avec des programmes scolaires qui seront à même d'ouvrir
le regard sur le monde, sur cette bienveillante attention et compréhension qui doit être entre nous. Vous savez, quand quelqu'un est mal instruit, excusez-moi du mot, voire mal éduqué, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens éducation. Et lui serait-il possible de comprendre cette aspiration que vous évoquez? Il faut que les gens soient instruits. Absolument. L'école ne joue plus son rôle, c'est ça? Oui, à mon Parce avis, que il le joue, mais il le joue on incomplètement. continue d'aller à l'école. On va à l'école pour apprendre à écrire, on va à l'école pour apprendre à lire. Est-ce qu'on apprend à réfléchir? Est-ce qu'on apprend à comprendre? Est-ce qu'on apprend à aller vers les autres, à chercher le savoir? Est-ce que l'école sert à ça? Ou est-ce que l'école ne sert-elle ou ne sert-elle qu'à chercher un papier pour un emploi? Un emploi tout court. Ou un savoir avec un emploi. L'universalisme du savoir, de la culture. Autrement dit, ce n'est plus une finalité, c'est un moyen pour avoir quelque chose de l'école. Hélas, c'est presque ça. Il y a quelques personnes qui échappent. Et quelles conséquences? Quelles conséquences? La conséquence, c'est une société délitée, une société complètement désorganisée, avec des personnes instruites, diplômées, mais qui sont des positivistes. Ils sont des positivistes qui ne réfléchissent pas pour leur société, vers leur société. Ce qui leur convient, c'est ce qui les arrange tout de suite. Ça se retrouve dans toutes les professions, pratiquement, maintenant. Presque dans toutes les professions. Ce qui les arrange leurs intérêts dans l'immédiat. Donc, au-delà de l'intérêt immédiat, il faut qu'on cherche une raison de cet intérêt. Et une finalité aussi à cet intérêt, où ça va. Parce que nous tous, on se pose cette question, où l'on va? À quoi sert ce que nous faisons, en définitive? Les diplômes, le savoir, l'instruction, la fortune. Au moment où on s'arrête, on pose un peu d'interrogation. Le philosophe nous l'a dit, notre maître, Souleymane Bachir Diagne, nous l'a dit et le dit souvent dans ses réflexions. Il faut que les gens soient instruits. L'instruction, l'école, professeur. Ben oui, l'instruction, l'école nous apprend en principe à reconnaître ce après quoi nous sommes véritablement. Maître vient de le dire. Si nous allons à la poursuite des biens matériels, si nous avons une idée tout à fait instrumentale, nous faisons une conception instrumentale de l'éducation. Nous ne voyons pas une finalité de l'éducation qui est l'élévation de notre propre être et la réalisation de notre propre humanité. Et ça, c'est important. C'est pour cela que les humanités, comme on les appelle, justement, sont le complément nécessaire de toute formation. Il faut évidemment des formations. Il faut des formations, comme on dit, professionnalisantes. Il faut que les gens apprennent des métiers. Mais avec cela, il ne faut pas s'enfermer dans la pure spécialisation et dans le pur professionnalisme. Il faut avoir également le bénéfice de ce qu'apporte l'éducation. Et Maître Doudou Ndoye a bien fait d'insister sur le fait que l'éducation, ce n'est pas simplement l'instruction. On peut être instruit dans un domaine particulier, dans une discipline particulière. Éduquer, et là je ne veux pas jargonner ni cuistrer, mais il est important de regarder à nouveau l'étymologie des mots. Éduquer, c'est être conduit hors de l'ignorance, pour entrer dans le savoir. Et ça, c'est une phrase qui revient souvent dans le Coran. Sortir de Zulumat pour entrer dans Nour. Mina Zulumat ila Nour. Sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Donc ça, c'est le premier mouvement de l'éducation. Mais c'est également sortir quelqu'un de son propre confort, de sa propre tribu, de ce qu'on estime être notre identité immédiate, pour embrasser d'autres identités, pour embrasser l'idée même d'humanité. Embrasser la différence et être respectueux de cette différence, être tolérant et ouvert vis-à-vis de la différence. Et ça, c'est toute la finalité de ce que l'on appelle les humanités. Et la raison pour laquelle on les appelle d'ailleurs les humanités, c'est qu'elles enseignent à l'humain le fait d'être humain et la signification de sa propre humanité. C'est cette éducation-là que nous devons avoir. C'est cette éducation-là qui est la finalité ultime de l'école. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons
nous, dans le monde francophone, la classe de philosophie pour tout le monde. Le fait qu'en terminale, on demande à tout le monde de faire de la philosophie, quelle que soit la spécialité vers laquelle on se destine. On peut ne pas en faire sa profession par la suite, mais cela n'empêche pas d'avoir eu ce moment de réflexion que doit représenter la classe dite de philosophie et qui fait que justement, on a soif de ces humanités pour le reste de sa vie. On continue à avoir une réflexion philosophique. Et je me permets de prendre ton exemple, cher Doudou Ndoye. Le fait que Maître Doudou Ndoye soit avocat et un des meilleurs spécialistes de sa propre discipline ne l'empêche pas d'être le philosophe qu'il est. Et je suis sûr que, nous en avons parlé, que sa terminale, la classe de philosophie, y est pour quelque chose. C'est pour ça, quand j'étais inspecteur, enfin, quand j'ai été délégué dans les fonctions d'inspection générale de philosophie aussi, par feu Ibader Thiam, je disais toujours aux profs que j'allais inspecter, vous êtes la classe la plus importante en philosophie. Moi, là-bas, à l'université, je m'occuperai de ceux qui veulent faire philosophie et qui veulent en faire leur profession. Mais vous avez la responsabilité de faire que ceux qui ne seront pas philosophes restent quand même attachés à l'esprit philosophique et lisent de la philosophie, soient ouverts à la réflexion philosophique et la patience de lire des livres qui peuvent être difficiles, mais qu'ils aient la patience d'interroger ces livres-là, d'être en relation avec ces livres-là et de regarder la réflexion philosophique avec bienveillance. Et ça, c'est essentiel. C'est la responsabilité que les professeurs de philosophie doivent comprendre. Et c'est la manière dont ils doivent comprendre leur métier. Et j'ai eu l'occasion encore récemment, parce que je suis tombé sur une réunion de l'association des professeurs de philosophie, rendant hommage à un de nos collègues, Gano. Et j'ai pu redire ce message-là à la jeune génération maintenant, de ceux qui ne sont plus seulement mes petits frères ou mes petites sœurs, mais mes neveux et mes nièces. Exactement. On va finir par le dernier canal, parce que c'est un des aspects de sa raison d'être, les médias, informer, éduquer, divertir. Il y a le mot éducation. Les médias éduquent-ils ou savent-ils éduquer, Maître Doudou Ndoye? Le professeur semble tout à l'heure avoir posé l'équation, parce que je vous ai expliqué la substance latine du français éduquer, educare, sortir de soi. Les médias devraient contribuer à l'information d'abord, aussi à l'éducation. Une telle émission, telle celle-ci, à laquelle nous avons l'honneur d'être invités, contribue manifestement à une éducation. Quand le professeur Souleymane Bassir Diagne nous parle de l'école, de la classe de philosophie, de ce que devrait être l'élève et l'étudiant dans sa société. Cet apprentissage du vivre en société. En fait, c'est à cela que, dans l'éducation, vivre avec les autres, instruction, oui, diplôme en soi, oui, pour soi, mais avec la société dans laquelle vous vivez, sans une bonne éducation, cette vie sera difficile. Je ne dirais pas qu'elle ne va pas réussir, parce que tout dépend des critères que chacun privilégie. Mais c'est une vie difficile que vous aurez avec votre propre société. Or, à mon avis, l'une des grandes réussites pour moi de l'être humain, c'est d'être en harmonie avec sa société. Nul ne peut être plus grand que sa propre famille ou que sa propre société. On y a de grands rôles. Ce n'est pas parce que vous êtes plus grand. C'est parce que la société vous confie un rôle très grand. Et je pense que l'éducation, par les médias... Oui, les médias, oui. Et les médias doivent penser à faire des émissions, bien sûr, qui correspondent à l'information et à leurs besoins immédiats aussi, parce que les médias sont aussi des entreprises. Et vous savez à quoi les entreprises sont exposées, et depuis toujours, et maintenant encore plus. Donc les médias doivent obligatoirement apprendre à se comporter en entrepreneur. Et l'entrepreneur a des critères objectifs auxquels il ne peut pas échapper.
Mais les médias doivent aussi savoir que ça parle avec l'humanité. Ça parle avec les enfants qui viennent de naître. Ça parle avec la femme qui est le soir tranquillement en train de manger à vous regarder. Ça parle avec le vieillard, avec les vieux que nous sommes. Et donc, nous parler un langage qui nous permet de nous retrouver chez nous, d'être bien éduqués et de contribuer à la vie de notre société. Donc, faire des émissions, inviter des personnes et parler beaucoup même à la société. C'est important cet aspect, les médias, dans ce rôle-là que lui est assujetti. Par principe. Absolument. Et leur rôle est absolument central. C'est celui que vient d'expliquer Doudou. Ils sont au cœur de ce travail d'éducation. Au sens général que nous avons donné, Doudou et moi, à ce mot. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'éduquer une société. L'éducation, c'est à la fois la visée de l'éducation individuelle, faire en sorte que les individus grandissent et se réalisent, mais également une éducation qui soit une lumière qui diffuse dans toute la société. La devise que le président Senghor a choisie pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le dit bien, Lux mea lex, la lumière est ma loi. Ça veut dire que l'université, le lieu suprême du savoir, de constitution et de transmission du savoir, doit être une lumière qui irradie sur l'ensemble de la société, comme le phare qui est sur l'une des mamelles est en train de balayer l'océan et aussi les terres du Cap-Vert. Voilà à quoi on peut comparer la lumière, le savoir et l'attraction que le savoir doit exercer sur nous. Et encore une fois, ceci se fait dans la filia, c'est-à-dire dans un climat d'affection, d'amitié. Il faut savoir installer ce climat-là pour que la connaissance puisse le mieux s'effectuer. Doudou parlait tout à l'heure de l'exemple de Platon. La filia, il fallait l'installer. Cette sorte d'amour qui lie ceux qui poursuivent le savoir et qui est également amour du savoir. D'une certaine façon, l'amour de la dialectique, pour faire un jeu de mots, devient aussi l'amour des dialecticiens. L'amour des dialecticiens est la condition de possibilité de l'amour de la dialectique, de l'amour du savoir. Et cela, il faut que nous l'assignions comme finalité philosophique à notre système éducatif et il faut que nous y travaillions. Beaucoup de choses, malheureusement, nous donnent l'impression que c'est peine perdue. Quand on regarde la situation, on se dit « Ah, on n'y arrivera jamais ». Mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que l'alternative qui est le scepticisme, le découragement et le cynisme qui consiste à dire « De toute façon, il en est ainsi, les choses ne changeront pas, les humains sont ce qu'ils sont, la société est en déclin ou ne marche pas, ou bien il faut toujours tirer son épingle du jeu, c'est une jungle où il faut savoir être un guerrier, etc. Être agressif. » Non, non. Les gens donnent encore valeur à la bienveillance et à la politesse. Et ça, il faut le comprendre. Et on le comprend en vous recevant. Dernier mot, parce que vous avez assisté par honneur pour moi à ce baptême de ce nouveau-né, Kébel. Dernier mot, Maître Doudou Ndoye. C'est le bon professeur qui va fermer tout. Oui, il va clore, oui. Ah oui, il va clore, mon professeur. Moi, pour ce dernier mot, franchement, je me suis interrogé sur un phénomène qui est patent, qui est courant, qui se renouvelle tout le temps, mais je ne me suis jamais interrogé sur ça. Et maintenant, samedi dernier, j'étais à Darussalam. Darussalam, c'est la grande banlieue de Mbacké et de Touba à la fois. Et ma belle famille, Mbacké, qui sont les résidents de Darussalam, ont pour rôle essentiel chaque année de rassembler l'ensemble des cotisations, des participations de la Oumma Mouride à destination du grand calife. J'ai passé la journée avec eux et ce que j'ai vu m'a fait m'interroger encore une fois sur notre société. Cet amour que la population porte à Serigne Touba,
et à travers son enseignement à ses enfants, ses petits-enfants, à toute sa descendance, qui semble être, si on ne fait pas attention, on peut analyser comme une servitude. Alors qu'en fait, c'est une expression libre de l'amour qu'ils apportent à quelqu'un qui a joué un grand rôle dans leur vie. Et cet amour, ils veulent cultiver sa permanence. Parce que quand on voit quelqu'un qui vient, on sait qu'il n'est pas aisé, qui passe la journée pour voir un des descendants de Cheikh Khadim Rassoul, pour lui donner un petit billet rabougri de 1000 francs, et être heureux de le faire. On se dit qu'il y a des hommes et des femmes dans notre pays qui aiment la grandeur, qui aiment quelque chose. Et ce travail d'Amadou Bamba, dans notre société, qui laisse à ses petits-enfants, à nos petits-enfants, à nos enfants, ce comportement mérite réflexion. Mais réflexion dans le sens positif. Comment toutes ces forces d'amour utiles, comment peut-on les utiliser, les galvaniser au service de notre développement? Parce que c'est toute une région et peut-être même toute une nation. Il y a des forces d'amour qui sont dans notre pays qu'on doit utiliser pour le savoir et le développement. C'est comme ça que j'ai vu cette chose-là. Pourtant, chaque année, je participe à tous ces phénomènes, mais c'est la première fois que je réfléchis. Peut-être c'est mon âge. J'ai le temps de m'asseoir et de réfléchir. Et franchement, je voudrais vous remercier de m'avoir permis, surtout moi, d'être en face du maître. Et vraiment, c'est un grand honneur pour moi, une grande joie. Et croyez-moi, je vais reprendre mes lectures de philosophie. Parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai lus, d'autres que j'ai commencé, mais je vais davantage continuer à réfléchir et à chercher. Quelle humilité, quelle humilité. Non, c'est vrai, c'est le maître. Quelle humilité. À la vérité, il ne faut pas confondre la science et la technique. Les métiers, la plupart des métiers, c'est l'expression de technique pour gagner sa vie. La science, c'est une pensée universelle. qui est là, qui touche à tout. Et à partir de la science, on tire quelques filets de technicité par-ci, par-là, et chacun gagne sa vie. Mais les vrais maîtres de la vie, c'est les gens qui pensent. Et qui pensent pour tous. Suleiman en fait partie. Professeur. Merci infiniment. Je suis heureux que Doudou ait terminé sur un point absolument central, qui est que lorsque nous cherchons la signification de l'éducation, la signification de la quête du savoir, nous avons ces modèles qui s'offrent à nous. Touba, les véritables fondations de la ville de Touba, c'est le savoir. De la même manière que les véritables fondations de la ville de Tivaouane ou de Médine à Kaolack, c'est le savoir. Et cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, nous voyons à Touba l'érection et le développement de ces deux lumières que sont les deux universités que nous y trouvons. Et je suis particulièrement heureux, moi, de parler de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, créée par Serigne Mamor Mbacké, parce que le Cheikh m'a fait l'honneur de me demander d'accompagner le développement de cette université. Maintenant que j'ai décidé de prendre ma retraite, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer à ce travail de poursuite du savoir avec sous la direction du Cheikh Mamor Mbacké. Mes mots pour finir sont véritablement d'abord pour vous remercier et adresser mes prières pour que cette émission que vous lancez, je suis ravi et honoré que vous la lanciez dans ce duo que nous avons formé, Doudou et moi. Parce qu'il est important pour justement les questions de savoir que nous gardions dans les médias dans notre pays un espace pour simplement cela, échanger, un espace pour les idées, un espace pour la culture, que tout ne soit pas happé et capturé par la politique dans ces aspects qui sont des aspects de développement des inimitiés, fabrication d'inimitiés politiques, souvent à partir de rien du tout. C'est quand même une plaie qui risque d'être très dommageable
à notre société. Avoir ces espaces-là où on a le sentiment de respirer, tout simplement. Où on a le sentiment de véritablement regarder les choses les plus essentielles dans nos existences et des choses qui nous réunissent, qui créent de vraies connivences et de vraies parentés, parce que la parenté la plus grande, c'est la parenté de ce que nous avons de plus élevé en nous, c'est-à-dire notre capacité de connaître, notre volonté de connaître et notre capacité de connaître. Que puis-je connaître? C'est l'une des grandes questions de la philosophie. Que m'est-il permis d'espérer? C'est aussi une grande question de la philosophie et je suis heureux que vous offriez un espace pour des questions comme celle-là. Je vous en remercie infiniment et je prie pour que cet espace ait le développement qu'il mérite. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à cette noblesse anodine, ceux qui travaillent derrière les projecteurs. Merci beaucoup à TSM Business qui nous a accueillis, qui a décidé de nous accueillir. Merci à quelqu'un qui est là pour sa générosité, Moussa Sow. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, événement Diary Sow, Pourquoi j'y fuis.